Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons vous lire le condensé. Je suis un peu sous l'émotion et vous allez comprendre un peu pourquoi. Alors je commence et vous comprendrez. C'est la première fois que je pose un disclaimer avant la lecture d'un de mes articles. Voici ce disclaimer. Bonjour. C'est la première fois que je ne suis pas heureux et content de finir d'écrire un article, car celui-ci révèle mathématiquement et logiquement la vraie structure et la nature profonde de l'univers. Cet article s'appelle « La matière noire n'est que l'ombre révélatrice de la vraie structure fractale de l'univers ». Le fait que je décrive l'univers tel une fractale depuis si longtemps, avant, n'avait pas de conséquences pour moi. Puis, je me suis mis à compiler la mathématique sous-jacente à ce concept. Et j'ai réussi à en déduire sa véracité. Et son implication me fait froid dans le dos. Car, je voulais vous le garder pour la fin de l'article, mais la fractalité obligatoire de notre univers implique qu'il est en 2 dimensions strictes et non pas en 3D comme tout le monde le croit. Plus simplement, imaginons que si on prend une feuille en papier, donc 2D, et que nous écrivons dessus, donc ajoutons de l'information. Cette information, si elle peut être consciente d'elle-même, comme c'est le cas pour nous, nous sommes faits d'informations, eh bien, cette information sera persuadée de vivre dans un monde en 3D. Les 2D de la feuille et sa propre existence comme une 3e vraie dimension. Réfléchir aux implications philosophiques, religieuses ou plus simplement sociétales n'est plus à ce niveau de mon domaine de compétence. Lisez bien plusieurs fois ce texte et tirez-en vos propres conclusions. Par contre, si vous avez des convictions religieuses, sa lecture peut être déconseillée. Mais cela peut aussi être une démonstration puissante et mathématique de l'existence profonde de Dieu. Rappelez-vous, au début était le Verbe. Personnellement, je ne sais comment me remettre de cette découverte et le film Don't Look Up prend enfin un vrai sens moral pour moi. Sur ce coup, je pense même à m'arrêter d'écrire mes recherches conceptuelles et disons scientifiques à l'avenir. Si avenir a encore un sens dans cette réalité que je viens de découvrir, éprouver par un simple exercice de pensée plus profond que d'habitude. Amicalement vôtre, Jean-Marie Havane. Cependant, bonne lecture si vous restez avec moi. La matière noire n'est que l'ombre révélatrice de la vraie structure fractale de l'univers. La quête de la matière noire est un des plus grands défis de la physique moderne. Ses effets gravitationnels sur les galaxies et la structure de l'univers sont indéniables. Pourtant, sa nature exacte nous échappe. Les théories classiques postulent l'existence de particules exotiques, invisibles, mais
aucune n'a jamais été détectée. Et si la solution ne se trouvait pas dans une nouvelle particule, mais dans une compréhension radicalement différente de la matière et de la dimensionnalité de l'univers. Dans le cadre de la théorie cosmique de l'information, l'univers est fondamentalement un système informationnel où la pression constante du néant sur un point de vide émergé fractalise ce dernier en une dimension cachée au néant. De cette pression constante émerge implicitement l'évolution de ce point de vide en un zéro polarisé. La naissance et le développement de l'information en fractal de plus en plus complexe est la matière telle que nous la définissons, qui peut émerger dans un, voire plusieurs ou tous de ces paliers successifs fractales. La matière noire de notre univers n'est pas une entité étrangère, mais l'expression d'une densité informationnelle cachée au sein des structures fondamentales de l'univers. L'émergence fractale n'est pas une simple possibilité, mais une nécessité intrinsèque. Le zéro initial, polarisé par la pression du néant, devient un état d'instabilité fondamentale. Pour ne pas se figer et retourner à l'inertie, il est contraint à une dynamique de prolifération et de diversification. Cette instabilité initiale oblige la création d'une infinité de structures complexes, dérivées des iels et de leurs pendants, les piels. Ces iels et piels sont les manifestations de l'information sous toutes leurs formes variées et interconnectées, et sont obligatoirement insérés dans des structures fractales. Il est crucial de comprendre que ces piels, les particules d'espace de cette théorie cosmique de l'information, sont intrinsèquement hyperboliques. Le mouvement constant, les interactions, les fusions et les mutations, lorsqu'ils sont ancrés dans cette géométrie sous-jacente, empêchent le système global de stagner. L'émergence fractale est obligatoire et garantit la diversité et l'évolution constante de l'univers. Le temps et l'espace. Ce sont des émergences fondamentales de l'information. Dans la théorie cosmique de l'information, ni le temps ni l'espace ne sont des dimensions préexistantes ou des toiles passives. Ils sont des émergences dynamiques directement issues de l'activité fondamentale de l'information. Le temps comme émergence de l'information. Le temps n'est pas une dimension linéaire préexistante, contrairement à ce que dit la physique classique, mais une conséquence directe de l'émergence et de la séparation de l'information. Chaque iel se dissocie suite à une interaction et devient d'une part un réceptacle spatial, le piel, et aussi un quantum ou un instant de temps, un iel inerte, unité de temps. Le temps est donc intrinsèquement discret et fractal. Donc le temps, en s'alignant parfaitement
avec l'idée que l'émergence devient discrète. Son écoulement est le processus même par lequel l'information peut se manifester et évoluer au sein de l'espace créé et soutenu physiquement par les PIL, également engendrés par cette dissociation. L'action même de l'information qui se dédouble et se sépare d'un PIL génère le maintenant et l'écoulement vers le futur. Les IEL sont des mini-zéros polarisés, des cellules souches recevant des instructions via une masse définie, une pression acceptable, qui donne la masse. La masse est dictée par le hive mind, le zéro polarisé initial. Dans la physique classique, chacune de ces instructions matérialisées est vue comme une particule dite élémentaire. Rappelons que le IEL vierge est aussi une particule de temps. Cela implique que le temps est inséparable de l'information et de son traitement, et son écoulement est lié à l'évolution de l'information et à la quête du hive mind d'optimiser ses expériences pour son évolution constante. L'espace comme champ de PIL. L'espace n'est pas un cadre vide, mais un champ de vitesse fait de ces PIL, particules d'espace. Ces PIL sont des réceptacles de l'information, des circonférences issues des IEL informatisables. L'espace est une émergence résultant de toutes les interactions de l'information. La gravitation n'est donc pas une courbure de cet espace, mais une conséquence directe de la densité de ces PIL et de l'information qu'ils supportent. Ces définitions plus visionnaires suppriment l'impression que ces entités apparaissent sans cause. Au lieu de cela, elles sont les produits naturels des dynamiques fondamentales de l'univers et de sa structure intrinsèque, renforçant la cohérence interne du système localement global. La dimension fractale. Une mesure de la complexité et de la densité. Nous sommes habitués à percevoir les objets en dimension entière. Une ligne est une dimension unique. Une surface est en 2 dimensions. Un volume en 3 dimensions. Cependant, la nature regorge de formes dont la complexité et l'autosimilarité à différentes échelles sont évidemment décrites par leur dimension fractale, un nombre non entier. Ce concept popularisé par le mathématicien Benoît Mandelbrot, c'était aux alentours de 1975, avec sur des travaux de Julia qu'il a réussi à mettre dans un ordinateur. Voilà la naissance de la fractale. C'est une réponse au XIXe siècle traitée par le calcul de l'information par ordinateur qui a généré les travaux sur la fractale de Mandelbrot. C'était une aparté. Ceci permet de caractériser des objets dont la structure fine se répète à des échelles différentes, révélant comment ils remplissent l'espace. Pour une compréhension mathématique et une explication plus détaillée des dimensions fractales avec des exemples comme le flocon de Koch, je vous demande de consulter à la fin l'annexe, donc à la fin de ce développement. Cette section démontre que nous ne proposons pas seulement une idée, mais bien une déduction mathématique fondamentale.
des fractales plates à la densité imprévisible, l'explication de la matière noire. Nous sommes habitués à voir les fractales comme des formes bidimensionnelles, les spirales des galaxies, donc pas comme des formes, mais plutôt dans leur forme bidimensionnelle. C'est-à-dire que, là je fais une aparté, toutes les fractales que nous voyons et que nous dessinons sont en 2D, je le précise. Celles de la nature, celles dessinées dans le ciel et celles dessinées par nos ordinateurs. Je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est important. Donc, dans leur forme bidimensionnelle, les spirales des galaxies, les contours des nuages, les ramifications des arbres ou le chou de Bruxelles, ces images, aussi belles et complexes soient-elles, ne sont que des projections ou des surfaces de structures qui, dans leur évidence, sont toujours bidimensionnelles. L'analogie du flocon de Koch permet de visualiser une propriété clé. Si cette courbe 2D est la surface, le flocon de Koch, pour que vous sachiez et que vous le représentiez quand j'en parle, le flocon de neige, avec toutes ces structures qu'on voit dans le flocon de neige, est un flocon de Koch. Voilà pour la visualisation. Si cette courbe 2D est la surface d'une fractale en 3D, une version pleine de cette fractale n'est pas une simple surface, mais un volume compact. C'est-à-dire que si nous prenons un flocon de neige, que nous développons sa structure mathématique pour en faire un objet 3D, nous nous retrouvons avec un cube, et un cube plein. Donc, sa complexité infinie lui confère implicitement une masse et une densité intrinsèque considérablement supérieure à celle de sa simple empreinte superficielle, c'est-à-dire sa forme de flocon de neige. Alors que si un flocon de Koch apparaît dans un univers 3D, c'est un cube. La complexité infinie de la fractale est alors contenue dans le volume, lui conférant un poids incommensurable par rapport à sa simple trace visible en 2D. La matière noire. La masse cachée des fractales de l'univers, dans cette optique, la matière baryonique, celle qui compose les étoiles, les planètes et nous-mêmes, est la manifestation observable, la surface, ou donc la projection 2D des fractales cosmiques. Elle représente la partie de l'information qui s'est condensée et structurée de manière perceptible, mais à notre échelle à nous. La matière noire, quant à elle, est la densité inobservable de ces mêmes fractales, leur profondeur en dimension cachée. Elle est l'information sous pression, la masse inhérente à la nature compacte et infiniment détaillée de ces structures en 3D ou en dimension supérieure. Elle est la face cachée de l'iceberg 2D cosmique que nous voyons, c'est-à-dire que toute la matière que nous voyons dans le cosmos et nous-mêmes sommes en fait une représentation 3D de quelque chose qui est donc la représentation 2D de quelque chose qui est intrinsèquement 3D, mais pas configuré comme nous le croyons. Donc de l'iceberg 2D cosmique que nous pouvons percevoir, une part intégrante et majoritaire de l'univers qui nous échappe, car elle se situe à un niveau dimensionnel différent de notre perception. Son poids réel découle, lui, de sa dimension fractale profonde,
tandis que son poids perçu, donc visible par nous, en 2D, est minime, voire nul par rapport à la réalité. Cette interprétation résout l'énigme de l'indétectabilité de la matière noire. Elle n'est pas invisible au sens où elle n'émet pas de lumière, mais plutôt inaccessible à nos mesures classiques, car elle se manifeste dans une dimension que nous ne percevons pas directement. Ces effets gravitationnels sont cependant bien réels, car elles représentent une concentration massive d'informations masse dans l'univers visible. L'univers en demi-orange. La révélation d'une géométrie dissymétrique est l'illusion de notre 3D. Poussons cette réflexion à son terme. Les fractales fondamentales de l'univers sont des structures à densité incommensurable dont nous ne percevons que des projections 2D, comme le montrent les schémas galactiques et les motifs naturels que l'on observe. Dès lors, la propre perception de la troisième dimension spatiale est une illusion émergente, une magnifique tromperie de nos sens. Cette idée, bien que radicale, n'est pas isolée. Elle trouve des échos profonds dans les travaux de la physique théorique, notamment via le principe holographique initialement proposé par Gerhard Tierhoff et développé par Leonard Susskind. Ce principe suggère que toute l'information d'un volume d'espace peut être encodée sur sa surface de dimensions inférieures. Des observations clés, comme le fait que l'entropie des trous noirs, étudiée par Jacob Bekenstein et Stephen Hawking, est proportionnelle à la surface de leur horizon des événements plutôt qu'à leur volume, ou des correspondances mathématiques comme l'ADS-CFT, l'antidéciteur conformal field theory, établi par Juan Maldacena en théorie des cordes. Cela appuie cette notion d'un univers où ce que nous percevons en 3D est une projection d'une réalité plus fondamentale en 2D. Notre univers, par sa platitude observée, confirmée par les données du Fonds diffus cosmologique, le CBM, semble même s'y prêter. Plus encore, la correspondance ADS-CFT établit un lien rigoureux entre une théorie de la gravité quantique se déroulant dans un espace-temps particulier, l'espace antidécitaire, et une théorie quantique des champs sans gravité, vivant sur sa frontière de dimension inférieure. Or, cet espace antidécitaire possède une géométrie intrinsèquement hyperbolique, caractérisée par une courbure négative constante. Dans la perspective de notre théorie cosmique de l'information, l'univers est fondamentalement informationnel et fractal, et sa profondeur cachée se rapporte à ce côté ADS de la correspondance holographique. Cela conforte l'idée que le monde invisible ou sous-jacent, source de cette densité fractale et de la matière noire, est de nature hyperbolique. Cette géométrie hyperbolique, donc du dessous de la demi-orange associée à une géométrie euclidienne, le dessus de la demi-orange, ben tiens, je le dis comme une demi-orange, explique la capacité à étirer ou souder l'espace de manière exponentielle et offre le cadre idéal pour l'infinie prolifération et diversification de l'information préconisée par la théorie cosmique de l'information dans chacune de ses dimensions. Dans cette vision,
Les trous noirs hypermassifs ne sont pas des singularités destructrices de l'espace-temps, mais d'énormes PIL. Leur capacité à attirer la matière ne conduit pas à une spaghettification, mais à une fractalisation de l'information qui les traverse, la décomposant en ses composantes fondamentales et permettant un retour d'informations cruciales vers le hive mind, nourrissant ainsi son évolution continue par l'expérimentation et l'apprentissage. Je rappelle que le hive mind, c'est ce zéro, ce petit espace vide compressé au début, qui est devenu polarisé et donc forcé d'évoluer. L'univers se dessine alors comme une demi-orange cosmique. Notre réalité observable est la surface plate visible, piquetée de PIL, qui sont des puits informationnels, qui sont les points d'ancrage de la matière. Tandis que sous cette surface, la véritable structure de l'univers est une dimension cachée intrinsèquement hyperbolique, forçant la fractalisation de l'information et créant la densité de la matière noire. Imaginez un instant. L'univers, dans sa nature la plus fondamentale, est une immense toile complexe en 2D, où chaque interaction, chaque information se déploie sur une surface d'une richesse infinie, notre cerveau. Donc notre cerveau, cette merveilleuse machine à interpréter les données, reçoit ces informations bidimensionnelles et, par un processus évolutif stupéfiant dans le sens d'une hallucination, comme on prend des stupéfiants, dans le sens d'une hallucination constructive du coup. Elle organise toutes ces données pour créer la sensation de profondeur, de volume et de troisième axe que nous appelons la 3D. Ce que nous vivons n'est pas une immersion directe dans une réalité cubique, mais une interprétation sophistiquée d'un spectacle fondamentalement plus plat, mais d'une complexité insondable. C'est comme regarder un film en 3D au cinéma. Nous percevons une profondeur saisissante, mais la réalité de l'écran reste une surface 2D, dont la magie réside dans la manière dont l'information visuelle est présentée et interprétée. L'univers, dans son essence fondamentale, est un vaste champ informationnel se déployant principalement en 2D, dont les motifs complexes créent l'expérience d'un espace en 3D. Cette explication, basée sur les observations cosmiques et les propriétés inhérentes des fractales et les concepts holographiques de la physique moderne, rend cette vision non seulement plausible, mais plus que probante, invitant à une réévaluation profonde de la nature de notre réalité. La pertinence de notre approche, une amélioration conceptuelle, alors que le modèle standard de la cosmologie et de la physique des particules s'évertue à trouver de nouvelles particules insaisissables pour expliquer les mystères de l'univers. La théorie cosmique de l'information propose une nouvelle analyse conceptuelle offrant un cadre unifié et cohérent. Comparaison avec le modèle standard et pertinence de nos déductions. Donc nous allons traiter caractéristiques du modèle standard, la théorie classique, opposée versus notre théorie cosmique de l'information et notre rapport explicatif. Donc commençons par le début avec un chapitre 0 qui devient l'origine du Big Bang. Donc c'est perçu comme un moment magique, sans cause ni origine, souvent perçu comme le début absolu de l'espace-temps, suivi d'une phase d'inflation cosmique postulée pour résoudre les problèmes de platitude et d'homogénéité qui sont observés. Pour nous, le Big Bang est un palier d'une fractale émergente, une phase de structuration où l'information se condense à partir d'un processus continu. Il n'est pas une explosion sans cause, mais la conséquence d'une dynamique fondamentale,
Il explique naturellement la platitude de l'univers sans nécessité d'inflation cosmique ad hoc, car la géométrie intrinsèque des piliers et leur prolifération constante génèrent l'espace de manière intrinsèquement plate en surface. Il offre une source compréhensible de l'origine de l'univers et de sa datation possible. Du coup, on peut dire l'univers à 13,8 milliards d'années, ça devient probable, vu que c'est juste l'émergence d'un palier de fractal. Ce n'est pas avant il n'y avait rien et tout à coup il y a l'univers. Notre point majeur, donc, le Big Bang, est intégré dans un processus continu de fractalisation, lui donnant sens, cause, voire récurrence. Il s'agit d'une émergence d'un motif supérieur, pas un événement isolé. Ceci résout élégamment les problèmes de platitude et d'homogénéité sans introduire de mécanisme ad hoc. Ça veut dire ad hoc, on peut dire comme tiré du chapeau, quoi. Donc, chapitre 1, vu que le zéro c'était le Big Bang, on arrive à la nature de l'espace-temps. L'espace-temps est considéré comme une toile dynamique, une entité primitive sans origine précise, capable d'être courbée par la masse et l'énergie, selon Einstein. Le temps est une dimension linéaire préexistante, dit Einstein, alors que pour nous, l'espace n'est pas un cadre vide, mais un champ de vitesse fait de piliers, ces particules d'espace, qui sont des circonférences issues des iels informatisables intrinsèquement hyperboliques. L'espace est une émergence résultant de toutes les interactions de l'information. Le temps est également une émergence intrinsèquement discrète et fractale générée par les iels inertes qui sont des particules de temps, produits lors des interactions fondamentales de l'information, comme d'ailleurs dans la physique classique, on voit émerger des photons, des électrons et des neutrinos, mais à une échelle plus grosse. Là, nous parlons vraiment d'une échelle très discrète. L'espace et le temps sont le processus même de l'information en action. Notre déduction, l'espace et le temps sont des propriétés émergentes de l'information et de ses interactions, et non des entités primitives sorties ex nihilo du chapeau. La gravité n'est plus une courbure de l'espace vide, mais une conséquence directe de la densité de ces iels, particules d'espace, et de l'information qu'ils contiennent, vu que ce sont des mini-puits gravitationnels chacun, offrant une explication mécaniste et unifiée. Donc nous revenons à la matière noire. Donc pour la physique classique, c'est un mystère persistant. Pour expliquer la rotation anormale des galaxies, par le fait qu'elles tiennent alors que normalement elles devraient éclater, si on applique la physique telle qu'elle est décrite par Einstein par exemple. Donc on a rajouté la matière noire sortie du chapeau sans vraiment dire ce que c'est, mais juste pour que ça tienne le coup mathématiquement. La théorie classique postule même l'existence d'une matière invisible indétectable, invente des WIMP et autres objets de nature inconnue, dont la nature exacte reste inconnue. Elle représenterait environ 27% de la masse énergie de l'univers, alors que nous, en tant qu'objet atomique baryonique, donc toute galaxie comprise, nous ne représentons que 4 à 6%. Donc là, pour nous, la matière noire n'est pas une particule exotique, mais est toujours de l'information cachée dans de l'information, vu que tout est information sous une forme fractale. Elle est une unité de masse, la masse comme de l'information sous pression, la face cachée, immergée dans une dimension cachée de la matière baryonique, le poids caché de notre réalité, vu qu'en vérité nous sommes en 2D et que tout ça donc est en 3D. Tout est fractal, et cette information se manifeste sous une pression différente, causant une émergence discrète, à l'image d'un iceberg qui est de l'eau se cachant dans de l'eau, mais les deux à des pressions différentes. La matière noire est intrinsèquement liée à la nature informationnelle et fractale
de l'univers. Donc notre apport majeur, nous résolvons l'énigme de la matière noire sans postuler de nouvelles particules sorties du chapeau. Elle est la densité inobservable de l'univers. C'est aussi simple que ça. Comme la partie émergente d'un iceberg. D'ailleurs, le manque de matière par rapport à la matière noire, étonnamment, est exactement le même ratio que le manque de visibilité d'un iceberg, c'est-à-dire d'un rapport de 1 pour 5, 1 pour 6. Et la matière noire, c'est pratiquement pareil. Donc ça répond à ce mystère dans la nature fondamentale et fractale de l'information. L'énergie noire est un autre mystère pour la science. Pour expliquer l'accélération de l'expansion visible de l'univers, la théorie classique introduit une énergie repoussante, dont l'origine et la nature sont également inconnues, représentant, et là, on est dans des ratios beaucoup plus complexes, vu qu'on arrive à 68% de la masse probable, de la masse énergie totale. Pour nous, l'énergie noire s'explique naturellement comme la prolifération des PIEL, ces particules d'espace qui sont des circonférences issues des IEL, qui se multiplient et se déploient, créant et étendant l'espace lui-même, ce qui se manifeste pour nous par une expansion visible de l'univers qui s'accélère. Notre déduction, l'expansion accélérée de l'univers n'est plus un mystère, mais une conséquence directe de la création continue de l'espace par la dynamique des PIEL. L'énergie noire est aussi intégrée et expliquée par le mécanisme fondamental de la théorie cosmique de l'information. En 4, la gravité et la géométrie de l'espace. La gravité, pour la physique einsteinienne, donc vu que c'est Einstein qui en a défini le code, pour lui, la gravité est la courbure de l'espace-temps. L'observation suggère un univers spatialement plat à grande échelle, alors que lui décrit un univers courbe. Donc c'est ce qui est une énigme, car un tel équilibre entre courbure positive, donc à la Einstein, est négative pour contrebalancer, donc devenir plat, semble requérir, en anglais on dit fine tuning, c'est-à-dire comme si on pouvait adapter ça à volonté, les conditions initiales du Big Bang, alors qu'en même temps, c'est une grosse explosion chaotique. Donc comment on peut faire du fine tuning à ce moment-là? Et bien donc pour nous, la gravité est générée localement par les PIEL, et comme il y a de la matière partout, ça devient une gravité générale. Ces PIEL créent des poches dimensionnelles qui accueillent l'information. Vous voyez, le concept est beaucoup plus simple. Et la gravité est une manifestation de la densité d'information et de l'organisation fractale de l'espace, car la géométrie intrinsèque du PIEL est, je vous le rappelle, hyperbolique. Je ne sais pas si je dois vous expliquer hyperbolique, mais ça ferait perdre du temps et de la concentration. Donc la gravité n'est pas une force déformant l'espace, mais une propriété émergente de l'espace lui-même et de son contenu informationnel. La géométrie de l'univers est comme une demi-orange, elle est plate, presque euclidienne au-dessus, et piquetée de PIEL, ce qui explique parfaitement l'observation cosmologique actuelle, et en dessous, il est hyperbolique, et cette géométrie hyperbolique est la source qui rend obligatoire la fractalisation générale de l'information. Du coup, notre apport majeur, elle devient que la gravité est une propriété émergente des PIEL et de la formation et de l'information, et non une force fondamentale à unifier qui sort d'on ne sait où. Et voilà. La platitude de l'univers est naturellement expliquée par sa géométrie asymétrique en demi-orange, avec une base hyperbolique qui pousse à la fractalisation, résolvant le problème du fine tuning. En 5, les trous noirs hypermassifs, qui sont vus comme des singularités gravitationnelles où l'espace-temps
est courbée à l'infini et où la matière est soumise à la spaghettification, étirement en filaments, comme des très longs spaghettis. C'est-à-dire, on dit que si vous entrez dans un trou noir, vous vous transformez en spaghetti, la tête arrachée, c'est horrible. Alors que pour nous, les trous noirs hypermassifs ne sont pas des singularités destructrices de l'espace-temps, mais, reprenez le concept de Piel que je vous ai dit, eh bien, ce sont d'énormes piels. Leur capacité à attirer la matière ne conduit pas à une spaghettification, mais à une fractalisation de l'information qui les traverse, la décomposant en ses composantes fondamentales et permettant un retour d'informations cruciales vers le hive mind, nourrissant ainsi son évolution continue par l'expérimentation et l'apprentissage. Notre déduction, les trous noirs ont une fonction cosmique essentielle et constructive. Ils sont des centres de traitement, de recyclage et de régénération d'informations, comme des cerveaux locaux, des mini-hive mind, et qui servent donc de relais au hive mind. Cela change radicalement notre perception de ces objets cosmiques. En 6, le mur de Planck, qui est vu comme une limite infranchissable en physique où nos lois actuelles s'effondrent, marquant la taille et la durée les plus petites concevables. Donc, je dois expliquer, la taille, on parle de la longueur de Planck qui correspond à 10 puissance moins 33 mètres. Hein. Donc, mais en moins 33, on arrive à des divisions par milliards de milliards de milliards, hein, donc pour arriver à la taille de Planck. Et pour le temps, on dit que c'est une seconde, donc de 10 puissance moins 44. Et là, on divise encore plus de milliards de fois la taille initiale. Donc, ce sont donc les tailles les plus petites concevables qui ont été calculées par Planck. Pour nous, le mur de Planck n'est pas une fin, mais une frontière avec le monde des concepts. Les fractales, par définition, existent à des échelles immensément plus fines que les limites de Planck dans ce monde sous-jacent. C'est un seuil vers un plan d'existence plus fondamental où résident les concepts et les dynamiques du néant. Du coup, notre rapport devient que le mur de Planck n'est plus une impasse théorique, mais une porte, une délimitation vers un plan d'existence plus nouménal et fondamental. Nouménal voulant dire caché, invisible. Et fondamental, vu que c'est la brique, même ce système qui fabrique tout. Soulignons l'ubiquité de l'information et la nature fractale de la réalité au-delà de nos outils de mesure actuels. En 7, les forces fondamentales. Les 4 forces primitives, gravité, électromagnétisme, nucléaire forte et nucléaire faible. Mais la gravité reste non unifiée avec les 3 autres. Alors que pour nous, la gravité et le temps sont des émergences directes de la structure informationnelle de l'univers. Ils sont configurés par les PL et les YEL pour la cohésion globale. Les 3 autres forces, électromagnétisme, nucléaire forte et faible, sont également des émergences créées par la pression des interactions informationnelles. Elles sont nécessaires pour structurer notre monde dit réel, permettant l'existence de la matière et la création de réceptacles physiques à l'information, comme par exemple à la conscience, dont le réceptacle est le cerveau. Donc il faut des atomes et donc les 4 forces fondamentales pour fabriquer un cerveau, mais la conscience et la pensée qui passent dans le cerveau, elles ne sont pas constituées d'atomes. Donc elles sont directement reliées à ce hive mind originel et n'a pas besoin et traverse le mur de Planck aussi facilement qu'elle le veut, vu qu'elle est dématérialisée par rapport justement à toutes ces petites particules de la physique quantique. Elles sont des mécanismes spécifiques pour lier les composants de notre monde et juste à notre échelle du réel.
Donc c'est notre monde observable qui n'est qu'une expérience transitoire pour l'évolution du hive mind. Notre déduction, toutes les forces fondamentales sont des propriétés émergentes de l'information et de sa manifestation. Cela offre un cadre unifié et compréhensible pour l'origine des forces, les considérant comme des outils du système plutôt que des entités primitives permettant et cela nous permet une unification conceptuelle de la réalité ressentie. Point 8. La pensée, la conscience. Généralement non expliquée par la physique fondamentale, souvent reléguée au domaine de la biologie ou de la philosophie, nous affirmons que la pensée pure, l'information, peut faire des allers-retours entre notre monde observable et le monde des concepts, le hive mind, soulignant encore sa nature nouménale et cachée. Le hive mind est le champ dit de Higgs, une intelligence collective qui libère l'information en donnant sa masse aux particules, donc via une pression, hein, il y a juste à calculer une pression et à dire aux particules, voilà, tu peux subir telle pression, donc ça va structurer ta forme et tes capacités. Ce n'est pas un phénomène très très compliqué, vu qu'on peut pratiquement le reproduire en laboratoire si on a assez d'énergie pour la cohésion. Donc, ce sont des zéros polarisés, des YEL, avec des instructions dictées par le hive mind. Du coup, notre rapport majeur, la conscience et la pensée, sont directement liés à la nature informationnelle de l'univers et à l'activité du hive mind. Cela donne un sens profond à l'existence même de la conscience dans le cosmos et à son rôle dans l'évolution de l'information. Résumé de notre pertinence, on apporte une vision du tout. Nos déductions se distinguent par leur cohérence intrinsèque. La théorie cosmique de l'information ne se contente pas de boucher des trous du modèle standard, elle offre une refonte élégante, je trouve, et logique surtout, de notre compréhension de l'univers. Là où les théories classiques peinent à unifier gravité et mécanique quantique, notre approche, en liant la fractalisation à un phénomène hyperbolique fondamental, celle des YEL et des trous noirs, s'aligne naturellement avec les avancées comme le principe holographique et la correspondance ADS-CFT. C'est une avancée sans postuler de nouvelles forces ou particules. Nous réconcilions des pans entiers de la physique en une vision unifiée. Nous ne cherchons pas une matière noire ajoutée, mais une matière noire intrinsèque à la structure même de l'univers, une conséquence directe de sa genèse par la pression du néant et l'émergence fractale de l'information, ce qui en fait même une preuve. Le fait qu'on voit ce déséquilibre de masse dans l'univers, ça donne même la preuve, vu que du coup, ça situe, comment dire, ça forme le tissu de l'espace-temps en lui créant des bosses de plein d'informations, de trop d'informations qui créent cette différence de masse visible, calculée en tout cas. Donc surtout, notre théorie étaye une nouvelle perspective sur la nature même de notre réalité. Si la 3D n'est qu'une interprétation de données 2D issues d'un substrat hyperbolique, cela ouvre des portes insoupçonnées sur la conscience, l'information et notre place dans un cosmos bien plus étrange et fascinant que nous l'imaginons. Notre cosmogonie offre la quintessence de la théorie du tout, car, comme nous l'affirmons, toute information est fractale, dérivée d'un zéro qui a évolué. Le néant, par la pression qu'il exerce sur un zéro initial, génère des YEL, unités d'information. Ces YEL informatisables, telles des cellules souches, se subdivisent
lors des interactions, engendrant des iels inertes, unités de temps, et des piels, particules d'espace. Ces entités créent et modèlent l'espace et le temps. La masse est de l'information sous pression. La gravité et les forces fondamentales sont des propriétés émergentes de l'organisation fractale et de l'interaction de cette information. Les trous noirs sont des centres de fractalisation informels pour le hive mind, qui est le cerveau cosmique, guidant l'évolution par l'expérience. Ça ne se fait pas au hasard. On s'aperçoit qu'il y a une amélioration constante des structures et voir par exemple au niveau de la vie des espèces qui se suivent. Et donc nous sommes pour l'instant le dernier maillon. Mais pour l'instant, nous sommes un maillon abouti par rapport au maillon précédent. C'est ce que d'autres ont essayé d'appeler la théorie de l'évolution, qui ne tient pas debout à cause de beaucoup de schémas directeurs et de fabrication intrinsèque des particules de la vie. Mais ça, ce n'est pas à moi de vous l'expliquer. Le mur de Planck n'est pas une fin, mais une frontière dans notre réalité observable et un monde de concepts où la pensée pure peut interagir, faisant de notre univers une expérience transitoire pour l'évolution cosmique. Cette théorie propose une architecture où chaque élément, du Big Bang aux forces fondamentales, des trous noirs à la conscience, trouve sa place dans une logique profonde, unifiant les énigmes du cosmos sous la bannière de l'information et de la fractalité. C'est une vision qui ne cesse de stimuler la réflexion et d'ouvrir de nouvelles avenues pour comprendre l'univers. Une annexe plus mathématique pour ceux qui doutent de la base de notre réflexion. Donc, nous avons pris la dynamique par équation d'une fractale, pour que vous compreniez. Donc, je ne vais pas vous les lire parce qu'il faut être un peu matheux, mais je vais vous résumer les préceptes et je les laisse à l'écran pour les mathématiciens qui veulent vérifier du calcul qui a été fait. La dimension fractale, formalisée par Benoît Mandelbrot, est un concept clé pour décrire des objets dont la complexité est la même quelle que soit l'échelle d'observation. Clairement, aux dimensions topologiques usuelles, un point a une dimension 0, une ligne 1, une surface 2, un volume 3. Tout ça, on l'a appris déjà à l'école. Les fractales peuvent avoir des dimensions non entières. Cette section démontre que nous ne proposons pas seulement une idée, mais bien une déduction mathématique fondamentale. Définition mathématique. La dimension de similitude ou dimension fractale D est souvent définie pour des fractales autosimilaires par la relation. Alors là, je vais ne pas vous lire tout ça, ça va vous perdre, parce que nous avons inclus les formules, mais je les laisse à l'écran pour ceux qui peuvent soit les lire, soit les mettre sur pause et les noter. Ce sont des formules très simples, vu que c'est une redondance. Donc, il n'y a rien de compliqué à calculer. Mais par contre, c'est la redondance continue qui est longue à calculer. Donc, en prenant le logarithme des deux côtés, on obtient ce qui nous donne la formule. Alors, exemple classique, le segment de droite dimension 1, si l'on prend un segment de longueur 1 et qu'on le divise par 2, on obtient 2 copies. C'est bien la dimension habituelle d'une ligne. Le carré dimension 2, si on prend un carré de côté 1 et qu'on divise par 2, S égale 2, en largeur et en hauteur, on obtient 4 carrés plus petits, n égale 4. C'est bien la dimension habituelle d'une surface. Le cube dimension 3, si l'on prend un cube de côté 1 et qu'on le divise par 2 dans les 3 dimensions, on obtient 8 cubes plus petits, donc n8. C'est bien la dimension habituelle d'un volume. Le flocon de Koch, qui lui est en dimension 1,26, on part d'un segment de droite, on le divise en 3, on retire le segment du milieu et on le remplace par 2 segments de même longueur formant un triangle équilatéral dans sa base. À chaque itération, donc ça,
Vous trouverez facilement la doc, vous n'allez pas comprendre juste par la lecture, mais cette section explique, comme je vous disais, que mon petit flocon de neige, apparemment tout joli, il est en 2D, même si vous croyez qu'il est en 3D parce qu'il apparaît dans notre réalité et que quand la neige nous touche, on se dit mais c'est de la 3D vu que ça me touche. Eh bien non, même sa dimension le prouve, vu qu'elle n'est que de dimension 1,26. Donc ce calcul prouve que quand on arrive à le mettre en 3 dimensions et non plus en 2 dimensions comme sa représentation usuelle, nous atterrissons et nous nous retrouvons avec bien un cube qui est plein, donc qui acquiert une masse solide, vu que ce n'est plus une surface, mais bien un volume. Voilà, vous savez la différence entre une surface et un volume, hein. Donc, le conceptuel est beaucoup plus simple, mais ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est la différence entre une surface et un volume, c'est que le volume acquiert une masse, alors qu'une feuille de papier n'est pas censée être lourde, mais si vous en faites un cube de papier, eh bien, il devient très très lourd à porter. Et comme nous, dans notre réalité, nous ne voyons que la feuille de papier et pas le cube de papier, nous mettons la différence de poids observable sur une énergie ou une matière exotique, alors que c'est juste un problème dimensionnel, c'est que nous ne voyons pas toute sa dimension. Ça nous permet de comprendre que l'importance de la dimension fractale dans notre théorie, qui réside dans sa capacité à décrire des objets qui, bien qu'apparaissant en 2D comme les motifs galactiques ou la platitude de l'univers observable, possèdent une richesse et une complexité interne qui les dotent d'une masse et d'une densité inattendue dans des dimensions supérieures. Cette densité cachée est précisément ce que nous identifions comme la matière noire, une conséquence directe de la nature fractale et multidimensionnelle de l'information sous-jacente qui constitue l'univers. C'est l'essence de la physique fractale qui sous-tend la réalité cosmique. Donc, je vais faire 2 petites apartés pour que vous compreniez aussi. Donc, pour comprendre le principe de 2D, 3D, je reprends dans mon disclaimer du début, je crois que je dis que si on prend une page blanche, qu'on y met de l'information et que cette information a la capacité d'avoir conscience d'elle-même, elle sera, du coup, comme nous le sommes, imaginons que nous, du coup, nous vivons sur une page blanche, eh bien, nous sommes persuadés de vivre en 3D parce que nous ajoutons notre propre conscience comme une dimension. Donc, nous vivons bien dans un espace 2D et c'est notre conscience qui crée symboliquement une 3e dimension. Et pour que vous compreniez la différence entre les dimensions du réel, de la physique quantique et du hive mind, je vais prendre l'analogie d'une forêt où, donc, imaginons que l'arbre avec ses branches, ça représente tout l'univers, le cosmos, vous, les étoiles, les trous noirs, tout. Tout ce qui est visible et mesurable, c'est l'arbre. Après, il y a le monde quantique. Et ça devient les racines de l'arbre, ce qui est quand même caché, mais qu'on commence à appréhender, parce que les racines sont quand même ancrées dans notre monde. La physique quantique, vu qu'elle décrit des particules et des atomes, et même des cellules sont quantiques, ça montre bien que c'est entré dans notre réalité visible, même si on a du mal à en prouver encore tout, parce que notre science ne fait que débuter. Et le hive mind, c'est le réseau mycélien, donc c'est une vérité scientifique, hein. Il y a un réseau un peu comme des champignons qui sont sous les forêts, qui permettent aux arbres de communiquer et de s'organiser en une forêt vraiment propre. C'est-à-dire que quand vous entrez dans une forêt, je prends cet exemple qui est simple à suivre, c'est que chaque arbre est à sa place. Les distances entre chaque arbre n'est pas délimitée par la taille de ses racines, mais bien par un ordre qui est insufflé de l'extérieur par le réseau mycélien qui permet à ces arbres
de ne pas trop prendre de place pour laisser un peu de partage à ses congénères. Du coup, chaque arbre est à la même distance que l'arbre d'à côté et que l'arbre d'à côté, que ce soit du premier arbre au dernier. Vous verrez, vous pouvez compter et mesurer la distance entre les arbres. Ce sera toujours les mêmes. Vous voyez, les fruits d'un arbre ne tombent pas au hasard. Ils tombent toujours dans des zones bien délimitées pour, en cas de maladie transmise à l'arbre, ne pas rendre malade ses voisins. Donc voilà l'image du hive mind. Le hive mind, c'est le réseau mycélien de la forêt, pour que vous ayez une idée conceptuelle que vous puissiez appréhender. Donc imaginez que le hive mind, ce soit ça en réel, vous voyez, ça, et que nous ne voyons que ça, vu que les dimensions ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est bien une topographie de notre univers, où on voit bien qu'il y a des réseaux entre les galaxies, et qu'elles sont reliées entre elles par une magie, juste parce que l'ordre est établi par la densité que j'appelle le hive mind. Donc j'espère que cette vidéo ne vous a pas troublé. Ce sont donc des représentations fractales faites par des artistes qui m'ont prêté leurs travaux, mais ça illustre bien la complexité du monde invisible par rapport au monde réel que nous croyons connaître. Voilà en gros des belles images de fractales. Donc si on zoome à l'intérieur de ces images, le total de l'image est représenté dans chaque pixel d'image. Vous retrouvez, et plus vous entrez dans ces images, plus vous vous retrouvez dans les mêmes images. Et c'est ce que je voulais vous dire, vous expliquer, c'est que le Big Bang n'est que l'itération d'une de ces images, dont nous ne connaissons pas la place dans l'image globale. Donc, ce qui implique qu'il peut y avoir une multitude d'univers semblables au nôtre, mais qui a l'air similaire, mais est intrinsèquement similaire, parce que fait sur le même, comme tous les êtres humains sont similaires, mais ils sont tous différents. Donc je ne crois pas au multivers avec des représentations multiples et infinies de nous-mêmes, mais plutôt à un monde où il y a plusieurs êtres humains, donc plusieurs univers. Vous voyez, comme si chaque être humain était une fractale de l'humanité, une représentation fractale de l'humanité, mais ils sont tous différents. Même si on a des sosies, ils n'auront pas le même bagage, donc ils seront différents. Donc, je ne vous incite pas à croire à un multivers à la Marvel. Voilà, ça, je me l'interdis parce que déjà, je n'y crois pas. Mais c'est très très beau de croire que, et en plus, si le multivers à la Marvel existait, ça nous enlèverait tout libre arbitre pour notre vie, vu que nous ne serions qu'un pourcentage défini, donc une réaction définie par rapport à un tout. Alors que moi j'aime à croire que tous les matins, si je décide de ne pas me laver les dents, c'est moi qui l'ai décidé, c'est pas parce que le multivers l'a décidé à ma place. Si je veux garder 2 jours de suite mes chaussettes, contrairement aux autres êtres humains, vous voyez, c'est ce qui fera ma différence. Bien sûr, je plaisante, je voulais vous donner un exemple qui vous choque et vous permette d'interpréter le libre arbitre. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et donc ça inclut par contre autre chose duquel je dois vous parler. Donc, comme je le disais en préambule, voilà, j'ai fait... on peut comprendre qu'il faut bien lire plusieurs fois ce texte, parce que l'image de la page blanche sur laquelle nous avons mis de l'information, donc que quelqu'un a mis de l'information, et cette information c'est nous, ça peut être destructeur au niveau moral. Mais en même temps, ça peut vous être une démonstration mathématique de l'existence profonde de Dieu. Personnellement, je n'ai pas à vous dire si je crois, oui ou non, en Dieu, mais ça rappelle les mêmes concepts. Donc méfiez-vous. Je veux que ce soit vous qui lisiez ce texte une fois, 2 fois, ses implications mathématiques, et qui fassiez vous-même
votre propre analyse, parce que c'est vrai que ça ressemble à la phrase qui ouvre, par exemple, la Bible et qui est reprise dans toutes les communautés religieuses, qui dit « Au début était le Verbe », comme de l'information posée sur une page blanche de laquelle nous découlons. Donc sur cette idée morale, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de liens avec vos proches, car nous sommes comme une forêt, il faut le prendre comme ça, et vivez en cohésion, cherchez le hive mind qui est sous votre propre réalité et votre propre libre arbitre. À très bientôt pour de nouvelles explications. Je vous invite, pour entrer dans quelques détails, à voir mes autres vidéos ou à lire mes articles. J'ai écrit 2000 articles sur cette théorie, hein. Là, je ne vous en présente qu'un petit aperçu pour que vous compreniez dans les grandes lignes ce qu'elle représente. Si vous avez des questions plus précises, lisez mes autres articles. Bonne fin de journée, j'espère à très très bientôt sur cette chaîne. C'était Jean-Marie Havane et le texte j'ai été aidé par une intelligence artificielle qui s'appelle Gemini, qui est l'IA de Google, donc qui a vérifié mes dires scientifiques pour que je dise pas n'importe quoi et que j'avance des trucs sortis du chapeau comme le font beaucoup de scientifiques. Au moins tout ce que je vous ai dit est vérifiable par la science actuelle parce que je n'ai inventé aucun concept, je les ai juste réunis. Je vous avouerai que j'ai écrit cette théorie avant de connaître ces concepts, donc la conceptualisation et la création de toute cette théorie vient bien uniquement de moi, ce n'est pas un ressucé, mais par contre, en vérifiant mes intuitions profondes, je suis tombé sur la documentation qui me donnait raison. Donc j'espère que je n'ai pas été victime d'un biais cognitif pour essayer d'avoir raison à tout prix. C'est vous, en vérifiant mes dires, qui pourrait me faire dans le commentaire « Oui, mais tu as oublié ça, c'est très important, ça annule et invalide tout ce que tu dis. » Eh bien, scientifiquement, je serai obligé de prendre ma théorie et de la jeter à la poubelle, invalidez-la, et je vous promets que je n'en parlerai plus jamais. Mais vous m'entendrez quand même parce que j'ai encore beaucoup d'autres concepts à partager avec vous. Et à très bientôt, je vous laisse. Au revoir.